La haine de Solène, L'amour d'Arthur, Frustrée Daphné, de Suzy Morgenstern. Livre 3. La haine de Solène. La haine, définition. Nom féminin, sentiment très fort que l'on éprouve quand on déteste quelqu'un et qu'on lui veut du mal. Solène se réjouissait de retrouver Mimi et Malou à la rentrée. Elle adorait jouer ou traîner avec elle dans la cour de récré. En classe, elle aimait échanger des sourires complices. Ça lui faisait comme une vague de plaisir et de chaleur. En plein milieu de la leçon de maths, tous les jours, elle guettait leur arrivée pour se mettre à côté d'elle, là où elle était bien, protégée de la foule agitée des autres. Solène ne savait jamais quoi répondre à sa mère quand celle-ci demandait « À quoi avez-vous joué aujourd'hui » ou « De quoi avez-vous parlé » ou même « Qu'as-tu appris à l'école ce matin » Elle marmonnait toujours « Je ne me rappelle pas ». Et c'était à la fois vrai et pas vrai. Disons qu'elle n'aimait pas faire l'effort de lui répondre. Que dire d'ailleurs? Elle avait été avec ses copines, elle avait joué au ballon, à cache-cache ou à la corde à sauter. Peu importe. Cela n'avait aucune importance. Le principal, c'était que Solène n'était pas seule dans son coin, comme Salomé, timide et triste, qui faisait semblant d'être bien, mais qui souriait dans le vide. Solène était ravie d'aller à l'école pour retrouver ses copines. Puis, un matin, au lieu de bondir de son lit, comme tous les jours, elle a dit « Maman, je ne veux pas aller à l'école. »« Pourquoi? Tu es malade ?»« Non, oui, j'ai mal au ventre. »« Tu n'as pas de fièvre, » dit sa mère en mettant la main sur le front de sa fille. « Lève-toi vite, ça va passer. » Depuis ce jour-là, chaque après-midi, la mère de Solène va chercher une fille morose au bord des larmes, et chaque matin, c'est une fille qui a mal au ventre et ne veut pas aller à l'école. « Est-ce que la maîtresse t'a grondé, ma chérie ?»« Non, répond Solène, sans plus de renseignements. Le repas à la cantine était-il mauvais? Silence. Est-ce que tu comprends pas quelque chose en classe? Silence. Plusieurs semaines se passent ainsi. Sa mère lui achète une belle robe, mais Solène n'a même plus le goût de bien s'habiller. Elle a aussi perdu l'appétit. Ses parents commencent à se faire des soucis. Comme ça, si bien s'en faire les parents. Un dimanche, Solène écrit sur tout un bloc de post-it jaunes des Mimi et sur un autre bloc rose des Malou. Des douzaines de fois Mimi et des dizaines de fois Malou. Puis elle les colle sur tous les murs de la maison et des cadeaux, des couteaux et des flèches à la plage de ses yeux. Et leur lance de terribles sorts. Meurs, chuchote-t-elle. Un seul malheur est trop peu pour toi. Que tu attrapes la coqueluche et la varicelle en même temps. Que ton goûter se transforme en pierre. Qu'on te jette du sel dans les yeux. Que tu aies du poivre dans les narines. Chaque fois qu'elle passe devant ces murs jaunes et roses, Solène murmure d'autres malédictions. Que tu deviennes bossu. Que des boutons te couvrent de la tête aux pieds et que tu ne puisses plus t'arrêter de te gratter. Que tu attrapes le hoquet pendant une semaine. À chaque sœur envoyée, Solène se sent mieux. Elle leur invente même des diminutifs. Espèce de pinquinile, fille de Trinasut, Couinalouse. Un jour, elle se met à rêver de punitions pour elles deux. Recopier tous les livres de lecture, laver le sol des 3 étages de l'école, manger les restes de la cantine, interdit de dessert pendant 6 mois, pas de télé l'année entière, des choux de Bruxelles à chaque repas. Et à chaque fois qu'elle passe devant le mur, rose et jaune, elle n'oublie jamais de crier « Je te aime Mimi, je te aime Malou ». Solène commence à passer ses récrés avec Salomé. L'appétit lui revient. Elle met sa belle robe une fois par semaine.
Elle raconte à sa nouvelle amie comment Mimi et Malou l'ont laissé tomber. Elle ne sait toujours pas pourquoi elles n'ont plus voulu jouer avec elle du jour au lendemain. Il n'y avait aucune raison. Solamé est bien avec Solène depuis qu'elle ne se préoccupe plus des deux M. Cela n'empêche quand même que Solène, quand elle passe devant ses murs roses et jaunes, de crier « Je te hais ». Et puis, avant les vacances de fin d'année, Mimi et Malou se sont approchés de Solène, ont pris chacune une de ses mains en lui demandant « Tu viens jouer avec nous ? Avec Solamé aussi ? D'accord. » Depuis, Solène a arraché les noms des murs, mais elle les garde précieusement dans son tiroir. L'amour d'Arthur. L'amour, définition. Nom masculin. Sentiment très fort que l'on éprouve pour une personne que l'on beaucoup de plaisir à voir et par qui on est attiré. Parfois, cela vous tombe dessus. Dès qu'elle l'aperçut avec sa trompette dans le couloir du conservatoire, Gaëlle fut paralysée, comme si elle avait reçu un poignard en plein cœur. Ce n'était pas tellement sa beauté, mais sa petite fossette, au milieu du menton, ses yeux comme deux étoiles brillantes dans le ciel de son visage. Et ce petit nez à craquer, et son expression aussi qui semblait dire « Soyez les bienvenus ». Gaëlle, avec sa flûte traversière, ne s'est pas pour autant approchée de lui. Sa musique, qu'elle n'a pas eu le temps ou la patience d'apprendre, ne s'est pas non plus transformée en autre chose que des notes boiteuses et maladroites. Le soir, dans son lit, elle pense à cet inconnu. Elle ne connaît même pas son nom. Pour elle, c'est Monsieur Trompette-Fossette. Le matin, en beurrant ses tartines, en marchant vers l'école, en rêvassant pendant toute la leçon, en faisant un puits d'amour dans sa purée à la cantine, en sautant à la corde, en dessinant un animal mythique, en survolant des devoirs, en se brossant les dents, et le soir de nouveau dans le lit. Si c'est elle et c'est lui, il lui a volé son cœur. Elle n'appartient plus à elle-même. Gaëlle compte les jours qui les séparent de sa leçon détestée de flûte. La flûte, c'est encore une idée de sa mère. C'est une vraie voix, presque humaine, tu vas adorer. Gaëlle n'adore pas. Mais Monsieur Trompette-Fossette est là, comme la semaine précédente. Il ne la voit pas. Gaëlle demande à son amie Leïla. Tu le connais ? Qui ? Arthur ? Tu le connais alors ? Il était dans mon cours de solfège l'année dernière. Comment il est ? Normal, dit Leïla. Gaëlle ne cesse de penser à lui pendant son cours de flûte, à tel point que la musique n'est que cacophonie. L'important est d'en finir avec la leçon et de retrouver cet Arthur. En sortant, elle suit les tuyaux de la trompette. Elle le suit à travers les halls, le long de la rue Montorgueil jusqu'à la rue Saint-Fiacre. Sa rue à elle, puis jusqu'au boulevard Bonne Nouvelle. Elle le voit entrer dans un immeuble. Elle l'aurait poursuivi à l'intérieur si elle n'avait pas été arrêtée par le code qu'elle ne connaît pas. Elle ferait une piètre espionne. Gaëlle sait où il habite. À 2 pas de chez elle, il habite aussi dans sa tête et dans son cœur. Elle l'emporte partout avec elle, comme un téléphone mobile. Elle lui parle et lui répond. Elle ne sait pas ce qu'elle lui dit et ce qu'il lui répond. Elle sait seulement qu'ils se parlent. Elle décide de lui écrire une lettre. « Cher Arthur, tu ne me connais pas, mais je t'ai vu, je sais que je vais t'aimer jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'infini et pour toujours. Et je sais aussi que si jamais tu te décidais à regarder ailleurs que le bout de ta trompette, tu aimerais également ton amoureuse Gaëlle. C'est impossible, elle ne peut pas attendre la semaine prochaine pour le revoir. Après l'école, elle fait le pilier devant son immeuble. Son cœur cogne dans sa poitrine, ce cœur semblable à un fauve qui meurt de faim.
prête à sauter sur le premier morceau de viande. Il commence à pleuvoir. Gaël n'a pas de parapluie. Elle entend de loin la voix de sa mère. « Tu vas attraper la mort !» Que ce serait bon de mourir d'amour pour Arthur. Elle est tellement perdue dans ses pensées qu'elle a failli manquer l'arrivée d'Arthur. Il pousse le bouton et entre dans l'immeuble. Gaël est satisfaite, elle l'a vu, il existe. Elle retourne à la maison, se sèche les cheveux et se met en pyjama. Avant de faire ses devoirs, elle lui écrit un poème. « Cher monsieur Trompette-Fossette, je t'ai vu, une vraie tempête. En attendant le tête-à-tête, tu es la vedette de mon cœur. » Ce n'est que le premier d'une longue série de poèmes et de lettres qu'Arthur ne recevra jamais parce qu'il reste dans le couloir du bureau de Gaël. Mais chaque semaine, elle va à sa leçon de flûte détestée et chaque soir, après l'école, elle le guette devant la maison. À la fin de l'année, le conservatoire et lui, il lui est tellement familier qu'elle le suit automatiquement. Un jour, il se retourne au milieu de la rue et lui adresse la parole. « Tu vas au conservatoire aussi ?» lui demande-t-il. Elle répond en lui montrant sa flûte. « Comment t'appelles-tu » Est-ce possible qu'elle ait oublié son nom ou perdu sa langue? Ah oui, Gaël. On marche ensemble? D'accord, dit-elle avec nonchalance, comme si de rien n'était. Frustrée, Daphné. Frustration. Nom féminin, sentiment pénible d'être privé de ce que l'on attendait. Daphné est née et vit dans la principauté de Monaco de la Côte d'Azur. On dit principauté parce qu'il y a un prince et aussi des princesses, mais ce n'est pas un conte de fées, au contraire. Bon, elle n'est pas à plaindre Daphné, avec son lit à balcon, le chauffeur qui la conduit tous les jours à son école privée, ses vêtements achetés dans les boutiques les plus chics de Mont-Carlo, sa télé, son ordinateur, son téléphone portable, bref, elle-même vit comme une princesse. Mais Daphné se sent bien seule dans le grand appartement qui surplombe la mer. Oui, il y a la mer, le soleil sur une grande terrasse et même une piscine sur le toit. Il y a aussi une cuisinière qui mijote des petits plats raffinés tout en parlant uniquement le russe. Et voilà le problème. Tout le monde chez elle ne parle que le russe. Tout le monde sauf elle. Chaque jour, à son retour de l'école, elle est obligée de prendre le thé tcha avec sa mère et sa grand-mère. Toutes les deux passent leur temps à lui faire des bisous, passant leur vie à lui offrir des cadeaux de grandes marques. Ils s'exclament à la moindre de ses apparitions. Mais ces deux êtres, censés être les personnes les plus proches d'elle au monde, ne sont en réalité que deux étrangères qui bavardent dans une langue dont elle ne comprend pas un traître de mots. Que peuvent-elles bien se dire pendant cette heure d'agonie qu'elles passent ensemble? Ne le demandez pas à Daphné. Elle refuse de comprendre ou de parler cette langue s'il aide à ses oreilles. Et puis sa mère et la mère de sa mère connaissent très bien le français. Alors pourquoi insiste-t-elle tant avec cette langue? Drobidiang, Daphnuka Telia, Kalunovascu. Et voilà, le cauchemar de Daphné. Elle parle et elle papote, et elle jasse, et elle s'accate. Daphné fait la sourde ou la muette, sauf dans sa tête où elle hurle des gros mots, en bon français. Parfois Daphné se met des branches en pensant à autre chose, à son amie Patrizia, par exemple, qui parle italien, à Edward, qui parle anglais, à Xiang, qui est chinois. Elle revient sur terre quand elle comprend par l'intonation que sa mère lui pose une question. Daphné la fixe et ose dire ce qu'elle a toujours rêvé de dire. Bla bla bla. Puis elle se lève et quitte le salon en claquant la porte. Elle se trouve demander à sa mère de parler normalement en français. Est-ce normal pour une mère de faire la sourde oreille quand sa fille lui parle normalement en français? Et avec son père, lui, il n'est jamais là.
Il s'occupe du pétrole en Russie, en Ukraine, et partout il y a des gisements. Quand il vient à Monaco, à peu près une fois par mois, il embrasse sa fille et prononce à peu près les mêmes mots, mais qui sait, que sa mère sait à dire Dobrios Dion, Tafnuska Kedelia. Il l'embrasse tendrement. Il lui offre encore une nouvelle poupée russe, une Patrochak, qu'elle doit déjà avoir en 300 000 exemplaires, si on compte les Motrioska dans les Motrioska. Elle pourrait fournir tout Monaco en poupée russe. Son père semble oublier que sa fille a bientôt 10 ans. Ceci dit, quand son père est là, c'est la fête. Ils vont tous à l'hôtel de Paris manger et boire en russe. Un jour en classe, le directeur arrive avec un nouveau. Je vous présente Igor, il va falloir être patient car il ne parle pas le français. Il nous arrive de Moscou. Cet Igor frappe fort au cœur de Daphné. Il est beau avec ses yeux bleus et sa tignasse blonde, son nez parfait, sa bouche souriante. Daphné, tu es russe aussi, tu t'occuperas d'Igor. Daphné ne voit qu'une solution. Elle rentre à la maison, bondit dans le salon, comme le Big Bang et dit tout gentiment aux couples de mères rassemblées, faut m'apprendre le russe d'ici demain, même si on ne dort pas de toute la nuit.